Mémoire en héritage, l'appel de l'Afrique, chapitre 9, les cascades du Fouta. Le matin où ils quittèrent Bokeh, l'air était encore chargé d'humidité et d'odeur de terre mouillée. La rosée perlait sur les feuilles et, au loin, le soleil commençait à se lever derrière les collines. Ils prenaient la route vers les hauteurs, là où naissent les grands fleuves, là où les montagnes murmurent aux sources. Ibrahima jeta un œil dans le rétroviseur. « Attachez bien vos ceintures, lança-t-il. Ici, c'est la Guinée à l'état brut. » Il accéléra dans un virage et à l'arrière, Aïcha éclata de rire en s'accrochant à la poignée. « C'est une aventure ou un rodéo ?» cria-t-elle à moitié hilar. « C'est un rite d'entrée, répondit Ibrahima. Le Fouta, ça se mérite. Tu verras, au sommet, c'est une merveille. » Ils roulèrent plusieurs heures, serpentant entre collines et vallées, quand soudain, à l'approche d'une crête, Ibrahima ralentit le véhicule et montra du doigt un plateau au loin. À flanc de coteau, de jeunes plants disposés en rang serré s'étendaient à perte de vue. « Regardez bien, lança-t-il, vous êtes en train d'assister à une première. Vous voyez les arbustes alignés là-bas ? En malinké, on les appelle galama. En peul, ngungu. C'est notre trésor, l'indicotier, la plante qui donne naissance à ce bleu profond de nos tissus si joliment exposés sur les étals des marchés. Une plantation d'indigotier, s'exclama Aïcha intriguée. Oui, ici on tente une expérience pilote, cultiver localement l'indigo pour relancer l'art du lépi. Jusqu'ici, les teinturières allaient récolter 2 variétés de feuilles dans la brousse ou les sous-bois, l'indigo tinctoria et l'arecta. Mais aujourd'hui, elles plantent elles-mêmes nos galamas pour préserver et valoriser notre patrimoine. Il ralentit encore, leur laissant le temps d'admirer des rangées de jeunes arbustes. Aïcha sortit son carnet pour prendre quelques notes. Malik, lui, capturait la scène en vidéo. Ibrahima reprit. « Ce n'est pas tout. Vous allez vivre une immersion solidaire en terre peule. Vous serez chacun reçu chez un hôte au cœur des montagnes du Fouta. Au programme, randonnée sur les plateaux, atelier de teinture traditionnelle à l'indigo, visite des marchés, baignade et méditation au pied d'une cascade. La découverte du vrai Fouta, conclut-il, celui qu'on ne voit pas depuis les routes. » À ces mots, un frisson d'excitation traversa le groupe. Au loin, les montagnes bleutées semblaient toucher le ciel. Guidés par leurs cousins, ils quittèrent le bord de piste pour s'engager sur un sentier d'où ils commencèrent leur randonnée. La montée devint plus raide, ici des chemins à peine visibles que seuls quelques guides passionnés connaissent, appelés au VTT hors piste. Là, des parois naturelles invitaient à la grimpe à main nue. Ibrahima, en riant, lança l'idée d'organiser un jour un parcours d'escalade ou un trek d'altitude pour ressentir la force tranquille de ces montagnes. Ici commence le vrai Fouta, souffla-t-il. Vous comprendrez pourquoi on l'appelle aussi le jardin suspendu de la Guinée. Après environ 1 heure de marche, ils firent une courte halte pour se requinquer par une collation locale. De jus de moringa, gâteau au bissap, lait caillé au miel de karité et quelques morceaux de mangue. Devant eux, le spot panoramique offrait une vue saisissante. Des collines verdoyantes à perte de vue, des forêts denses, une cascade surgissant entre les rochers et des rivières traversant les vallées. Ibrahima pointa du doigt l'horizon. Là-bas, au-delà des brumes, c'est Dalaba. Et derrière, plus haut encore, les grandes chutes du Fouta vous attendent. Mais avant cela, ajouta-t-il, nous ferons une escale un peu particulière. Il montra un passage qui s'enfonçait entre les collines. Nous allons visiter une plantation de caféiers, un café rare cultivé ici depuis l'époque coloniale sous l'ombre des fromagers. Ismaël, étonné, un café du Fouta ? Oui, répondit Ibrahima, un arabica unique, léger, fruité, avec des notes de miel sauvage. Tu verras. L'air sentait la terre humide, la fougère et un parfum de fruits mûrs. Après quelques minutes de marche, la végétation s'ouvrit sur une clairière où s'étendaient des rangées de caféiers, leurs branches chargées de baies vertes et rouges. Un vieil homme à la barbe blanche les attendait, debout, appuyé sur un long bâton sculpté en bois d'ébène.
Voici Sekouba, dit Ibrahima, l'un des derniers maîtres cafetiers du Fouta. Il cultive le café depuis plus de 40 ans, comme son père avant lui. Sekouba s'inclina légèrement avant de leur montrer les arbustes. Bienvenue, dit-il en peul, puis en français. Dans notre région, nous cultivons l'arabica, un café rare dans notre pays, délicat, cultivé en altitude, au prix de la patience. Ailleurs en Guinée, on cultive surtout du robusta, plus robuste, dans les plaines chaudes de la Guinée forestière, le Macenta, Nzerekore et le Kegedou. Il s'interrompit pour détacher quelques fruits mûrs et les leur faire sentir. L'arabica du Fouta, murmura-t-il, a la fraîcheur des rivières et la force des montagnes. Un café d'altitude, fragile, mais noble. Puis, il cueillit une baie, la fendit, les 2 graines glissèrent dans sa pomme. Il leur tendit à chacun une petite corbeille tressée et, tous ensemble, ils passèrent près d'une demi-heure à glaner les baies mûres. Quand ils furent tous confortablement installés autour d'un café au miel de karité, servi dans des petites calebasses, il leur expliqua rapidement le processus de fabrication. Il faut récolter à la main, trier sans brutalité, dit-il, ensuite laver les grains, les faire fermenter doucement, les laisser sécher au soleil, les décortiquer à la pierre et enfin les torréfier à feu doux. Ce n'est pas seulement du café, murmura-t-il. Tout est dans la patience et l'observation. C'est tout un savoir. Avant de repartir, le vieux sage leur tendit à chacun un sachet de grains verts et conclus. Chaque caféier a son humeur. Il faut l'écouter pousser. Ils reprirent leur route, l'odeur du café encore sur les mains. L'arabica du Fouta, si léger, frais et dense. Ici, même le café a le goût des montagnes, nota Ismaël dans son carnet. Mémoire en héritage, l'appel de l'Afrique, chapitre 9, les cascades du Fouta Djallon, partie 2. Alors que le véhicule quittait la piste principale pour s'engager sur un sentier, Ibrahima baissa le volume de la musique et se tourna vers ses cousins parisiens. « Regardez là-bas, souffla-t-il, en montrant les collines qui se dessinaient au loin. C'est le village de Douki. Dès que tu y poses le pied, tu sens que quelque chose est resté intact. C'est un autre monde. C'est aussi l'un des rares villages du Fouta qui domine un canyon aussi spectaculaire. » Aïcha ouvrit grand les fenêtres pour laisser entrer le vent des hauteurs. Là-bas, poursuivit-il, pas de béton, juste des cases en banco, des sentiers de pierre et tout autour, ce sont les falaises, des chemins escarpés et des échelles de lianes suspendues au-dessus du vide. Et les habitants, demanda Aïcha. Les Peuls de Douki sont accueillants et vivent simplement. Là-bas, on dort sur une natte, au mieux sur un matelas en paille, on boit du lait caillé et le soir au clair de lune, on écoute les histoires, comme dans les récits d'un autre temps. Vous vouliez du vrai, du profond, vous allez voir. Loin, les premières toitures en chaume apparaissaient. Malik filmait le paysage à travers la vitre. Après environ 1 heure de trajet, à travers des chemins sinueux, le véhicule se gara à l'ombre d'un grand manguier, devant un hameau suspendu aux confins des collines du Fouta Djallon. « Ici commence votre immersion en terre peule, annonça le guide soulagé d'être enfin arrivé. Le village de Douki semblait couler lentement au rythme de la nature. On entendait au loin le tintement des cloches attachées au cou de chèvres, les rires d'enfants portés par le vent, les éclats de voix et les chants de quelques femmes rassemblées autour d'un vieux puits. À l'ombre d'un manguier, un petit groupe de villageois s'était rassemblé et à leur arrivée, quelques femmes s'approchèrent, curieuses et souriantes. Après les salutations d'usage, chacun reçut une calebasse d'eau fraîche offerte en signe d'hospitalité. Ils furent répartis entre différentes familles d'accueil. Ismaël logerait chez un vieil éleveur, M. Mbaré Si, homme respecté du village, tandis que Malik et son cousin Ibrahima seraient accueillis chez M. Samba Baldé, apiculteur réputé pour son jardin de plantes médicinales et ses connaissances en agriculture écologique.
Son fils Hassan, jeune guide passionné, proposait aux visiteurs un trek immersif intitulé Itinéraire en Terre-Peul, invitant à la découverte du Fouta, de ses cascades et ponts de lianes, de sa faune et de sa flore, de ses forêts denses et hautes montagnes. Quant à Aïcha, elle serait l'invitée de Kadiatou Diallo, responsable de la coopérative locale et artisane reconnue pour la qualité de ses pagnes indigo, appelée l'épi. On leur montra leur chambre, des pièces simples et fraîches, presque rudimentaires, au sol battu, garnies de nattes en raffia, une couverture et une jarre d'eau fraîche posée dans un coin. Ils s'installèrent sous un auvent pour échanger et savourer quelques douceurs locales, des fruits, des petits pains au mil et du lait caillé sucré au miel. Madame Diallo, l'organisatrice du stage d'immersion, hébergement solidaire en Terre-Peul, prit la parole. Bienvenue au Fouta, nous sommes heureux de vous faire découvrir notre région. À Douki, vous êtes ici chez vous. Le soir même, après le repas qu'ils prirent chacun chez leurs hôtes respectifs, les cousins furent tous invités par Madame Diallo pour partager un thé sous la terrasse de la coopérative, à l'abri de la fraîcheur du vent. Vous allez passer 3 jours avec nous en immersion. Ce ne sera pas un stage touristique. Je suis la formatrice de l'atelier Lépi, précisa-t-elle. Ici, on apprend en faisant. Kadiatou leur servit le thé et déroula le planning de la semaine. Demain, nous commencerons l'atelier Lépi, leur annonça-t-elle. Vous suivrez le programme de la coopérative avec nous, jour après jour. Les cousins acquiescèrent, à la fois curieux et concentrés. Elle déroula le planning de la semaine. Cueillette à l'aube, séchage et pilage des feuilles. En fin de matinée, fermentation et atelier de teinture le 3e jour. Vous verrez, conclut-elle, les tissus parlent, il suffit de savoir les écouter. Le lendemain, dès l'aube, ils rejoignirent le groupe de femmes dans la pépinière expérimentale. Nichée au creux des collines, Douki offrait un panorama saisissant. Terre rougeoyante, palmiers sauvages, majestueux canyon de rhyolite sculptés par la rivière Kokulo, sentiers étroits serpentant entre les falaises, l'air y était plus frais, plus léger. Le flanc de colline, les arbustes d'indigotier s'étendaient à perte de vue, leurs feuilles luisantes de rosée. Ce projet pilote initié par une ONG relançait la culture locale de l'indigotier, le galama, et a préservé un savoir ancestral, la teinture artisanale à l'indigo. À leur arrivée, la formatrice accompagnée de Mahaja Fantaba, la doyenne du groupement, vinrent les accueillir. « Bienvenue en Terre-Peul, je peins depuis l'âge de 10 ans, dit-elle dans un français mêlé de poulard. Mon premier tissu, c'est ma grand-mère qui m'a appris, et aujourd'hui, c'est à mon tour, dit-elle en se présentant. Autour d'elle, les femmes de tout âge observaient ses gestes et l'écoutaient avec une concentration et un respect profond. L'indigo n'est pas un simple pigment, et sachez qu'en Afrique, chaque région a son art. Au Mali, on travaille avec la boue et le feu pour créer le bogolan. Au Bénin, on utilise des réserves de cire pour dessiner des batiks. Au Ghana, on imprime les tissus avec des tampons d'Adrinka. Chaque motif porte un message. Il faut les cueillir juste avant la floraison, à la main, le matin, avant que le soleil ne chauffe, et surtout, choisir celle qui brille, jeune et souple. Elle seule donne un bleu profond, expliqua-t-elle. Sinon, la teinte ne prend pas. À genoux, dans la terre, avec une attention presque méditative, Aïcha imitait le geste des femmes, observant le soin qu'elle prenait à ne pas blesser les tiges. « Tu vois, lui dit l'une d'elles, observe, quand la feuille plie sans se casser, elle est prête, elle aussi t'écoute. » À la fin de la séance, les cousins parisiens savaient reconnaître et cueillir les feuilles les plus chargées de pigments. L'étape suivante s'ouvrait comme un rituel. L'après-midi, l'atelier s'organisait sous un auvent de raffia dans la cour commune où on y entendait les chants des femmes calés au rythme des coups de pilon. Une fois ramenées au village, les feuilles étaient séchées plusieurs jours au soleil, puis pilées dans un mortier. Ensuite, elles étaient immergées et laissées à fermenter plusieurs jours dans de grandes jarres d'argile à demi enterrées. L'eau, d'abord claire, devenait peu à peu trouble.
sombre, épaisse, tirant vers le vert foncé. Ensuite, après la fermentation, la mixture était filtrée. La pâte qui en résultait était alors séchée au soleil, puis transformée grâce à une autre opération, la réduction. Dans la cuve spéciale, à l'abri de l'air, les artisans y ajoutaient des ingrédients naturels, cendres de bois, fruits, des décoctions secrètes et parfois du miel pour activer la transformation. C'est ici que la magie commence, expliqua Kadiatou. Le bleu n'existe pas encore. Il dort caché dans la plante, il faut l'éveiller, c'est l'art de la patience et de l'observation. On laissa macérer cette eau chargée de feuilles pendant 48 heures. C'était l'étape de la réduction. Le bleu devenait jaune pâle, presque vert, prêt à teindre. C'est dans cette teinture vivante que l'on plongerait les étoffes lentement à la préparation et que l'on remuerait à l'aide de longues branches sous le récital des chants anciens. Le deuxième jour, Tante Kadia, la coordinatrice de l'association communautaire des femmes teinturières, réunit de nouveau le groupe à l'atelier. Elle leur parla des projets lancés par leur coopérative appuyée par une ONG locale, une boutique de vente en ligne, un atelier école et surtout la plantation de leurs propres pieds de galama pour produire localement la teinture naturelle 100% bio. Nous voulons que nos filles aient le choix, dit-elle, lire, écrire, teindre, vendre leur savoir, sans être obligées de monter en ville pour chercher un travail précaire. Ici, elles peuvent apprendre, créer et transmettre. Après cet échange, le groupe fut invité à visionner le documentaire réalisé par la revue panafricaine Afrique tissée, intitulé L'épi, l'indigo de Guinée. Le film retraçait avec précision l'histoire du lépi qui doit sa popularité à son bleu sublime et profond, une teinte végétale que les Guinéens ont su apprivoiser au fil des siècles, jusqu'à en faire un symbole majeur de leur identité culturelle. Autrefois, ce pagne sacré façonné à la main, entièrement bio, tissé à partir de coton et teint avec les écorces et feuilles d'indigotier, était utilisé lors des mariages, des couronnements ou des rites d'initiation. La journée s'acheva par une visite du point de vente de la coopérative, suivie d'ateliers multiculturels où les femmes partageaient techniques, rires et récits. À travers leur engagement, elles faisaient du lépi un pont entre hier et aujourd'hui. Troisième et dernier jour, après les dernières trempées dans la cuve, le rituel d'étendage commença. Lorsque les tissus furent prêts à être teints, la doyenne les réunit tous pour un autre moment de transmission. Ses yeux pétillaient. Vous avez vu comment on prépare la pâte. Vous avez senti son odeur. Vous avez vu l'indigo naître. Mais sans les motifs, il ne parle pas encore. Elle prit un bout d'étoffe et le plia entre ses doigts. Aujourd'hui, pour les motifs, vous allez pratiquer la méthode de notre région. Mais il faut connaître l'arbre entier pour en goûter le fruit. En Afrique de l'Ouest, chaque région a sa méthode. Les nœuds comme chez nous, la couture fine comme chez les Yoruba, ou encore le batik avec la cire chaude. Mais le principe reste le même, créer des réserves, empêcher certaines parties du tissu d'absorber l'indigo. Elle expliqua d'abord la teinture par nœud où l'on noue le tissu avec du fil de coton ou de raffia. Parfois, on y insère des graines ou des coquillages pour créer des cercles ou des éclats. Au Burkina ou au Bénin, on l'appelle tie-handai. Chaque nœud devient une étoile. Puis elle parla de la réserve par couture, une méthode fil appelée alabere chez les Yoruba du Nigeria. Le tissu est plissé, cousu à petits points serrés, puis teint. En retirant les fils, les motifs apparaissent. Enfin, elle mentionna le batik à la cire, venu de plus loin. On trace des dessins à la cire chaude qui résistent à la teinture. La cire fond après teinture, révélant des formes délicates. Ici au Fouta, nous utilisons surtout les nœuds et la couture de réserve selon les familles. Elle s'agenouilla et traça des formes dans la poussière. Ce n'est pas juste beau, chaque motif est un message. Chaque symbole révèle son langage. Par exemple, des cercles pour la fécondité, des lignes pour la route de l'exil ou du retour, des losanges pour la protection, des spirales pour la transmission du savoir.
Elle leur montra comment attacher les pagnes avec du raffia et ensuite leur tendit à chacun des bandes de coton blanche et les invita à choisir un motif. Très appliqués, ils plièrent, nouèrent, cousirent finement leurs étoffes avec patience, qui ensuite furent délicatement trempées dans la cuve, puis étendues. Devant eux, l'oxygène faisait son œuvre. Une cinquantaine d'étoffes volaient au gré du vent, formant des vagues d'un dégradé saisissant. D'abord encore verdâtres, les pagnes étendues sur une corde entre les arbres s'oxygénaient lentement à l'air libre et à mesure que le vent les faisait onduler, un arc-en-ciel de bleu se dessinait sous leurs yeux, du bleu le plus pâle au bleu le plus profond, comme une mer d'indigo suspendue entre ciel et terre. Avec délicatesse, le sourire aux lèvres, Mafanta remit à chacun des cousins leur tissu peint par leurs mains et un sachet de teinture d'indigo en souvenir. Mes enfants, sachez que l'expérience vaut la science. Maintenant, ce savoir est aussi le vôtre, conclut la doyenne pleine de sagesse. Aïcha eut le souffle coupé, ses gestes appris main dans l'indigo. Elle sut alors qu'elle venait elle aussi d'apprendre. Les yeux mi-clos, avachis sur le siège arrière du 4x4, Aïcha pensive nota dans son précieux carnet. Et à l'air libre, éveillée par le souffle de l'indigo, une palette de bleu ondulait dans le vent. Ciel, azur, turquoise, lavande, saphir, colbate, ardoise, glacier, bleu nuit, une vague d'étoffes vibrantes valsait dans le vent. Mémoire en héritage, l'appel de l'Afrique. Chapitre 9, les cascades du Fouta Djallon, partie 3. Après plusieurs heures à serpenter entre montagnes et vallées, ils atteignirent Dalaba, une station de repos prisée pour son climat tempéré. Les vestiges d'anciennes maisons coloniales à véranda rappelaient un passé révolu. Sur la place centrale, un baobab centenaire offrait un spot remarquable. Ismaël écrivit dans son carnet « Ici, le temps est un voyage ». Avant de commencer les visites, Ibrahima leur proposa de longer les hauteurs du centre-ville. La ville a longtemps été une station de repos. Déjà, à l'époque coloniale, on venait ici pour se soigner, pour se ressourcer. Il leur raconta comment Dalaba était un haut lieu de savoir islamique où s'étaient succédées plusieurs générations de lettrés. Il leur désigna un bâtiment dissimulé par des arbres. Voilà la villa Janine, construite en 1935. Après l'indépendance, elle a été renommée Villa Sili. Sili veut dire éléphant en soussou, le symbole du nouvel État guinéen. À l'époque, elle accueillait les gouverneurs de l'AOF, l'Afrique occidentale française et les chefs de canton. Quelques pas plus loin, il leur montra la case à palabre, une construction circulaire en terre et en chaume. C'est ici qu'étaient prises certaines décisions majeures. À l'époque coloniale, les chefs de canton y débattaient, transmettaient leurs doléances. C'est là aussi qu'a été actée l'abolition officielle de la chefferie traditionnelle. Enfin, il leur cita quelques-uns des joyaux naturels de Dalaba, la chute de Ditine, qu'ils découvriraient bientôt, mais aussi le pont de Dieu, le lac de Doukimania, propice à la baignade, les chutes de Garaya, plus sauvages, et la mosquée de Fungumba, l'une des plus anciennes du Fouta. Et si on avait un peu plus de temps, ajouta-t-il, je vous amènerai aussi voir la source aux poissons multicolores d'Erico, les forêts de Montbéya ou encore le jardin Chevalier. Tu gardes tout ça pour notre prochain voyage, dit Aïcha en souriant. Ibrahima leur proposa une halte un peu particulière. Venez, je veux vous montrer un endroit chargé d'histoire, dit-il en empruntant une ruelle bordée de bananiers. Au bout du chemin, une maison sobre, blanchie à la chaux, pleine de charme, était posée sur un promontoire naturel. Dans l'air flottait un parfum de souvenir, encore empreint d'une présence hors du commun.
C'est ici, leur expliqua Ibrahima, que Myriam Makeba a vécu, Mama Africa. Après son exil, c'est dans cette maison qu'elle a trouvé son havre de paix, loin du tumulte du monde. Un silence respectueux s'installa. À travers les persiennes entr'ouvertes, il devinait l'écho d'une musique oubliée. Les murs semblaient encore vibrer des notes de pata-pata, des soupirs d'engagement et des refrains de liberté. Aïcha, émue, se remémorait la biographie de cette icône qui avait chanté l'Afrique au monde entier. Myriam Makeba, icône sud-africaine, bannie de son pays natal en 1960 pour avoir dénoncé l'apartheid, avait trouvé refuge en Guinée, accueillie par Sékou Touré qui lui offrit la nationalité et cette maison à Dalaba. Elle y vécut de 1969 à 1985 aux côtés du cofondateur des Black Panthers et chantre du Black Power. Ensemble, ils firent de ce lieu un carrefour discret d'artistes, d'intellectuels et de révolutionnaires. On l'appelait la citoyenne de Dalaba, ajouta Ibrahima. Elle soignait les pauvres, distribuait vêtements et médicaments, toujours présente au mariage, aux fêtes du village. Les gens l'aimaient pour sa voix, mais surtout pour son cœur. Ils pénétrèrent doucement dans la maison. Le salon circulaire au plafond tressé d'osier était encore meublé de fauteuils de velours rouge. Sur les murs gris, gravés de motifs géométriques, des portraits de la diva coiffée de sa toque zoulou rappelaient son élégance fière et ancestrale. Dans la chambre, à côté d'un lit en bois sculpté, sommeillaient des lettres jaunies, des coupures de journaux, des croquis griffonnés. Tout ici semblait attendre l'appel du réveil. Elle disait que le Fouta lui rappelait les vastes étendues d'Afrique du Sud. Ici, elle a trouvé la paix, la nature et l'accueil. Ils restèrent là quelques instants, puis ils reprirent leur route vers la cascade de Ditine. Soudain, au détour d'un rocher, elle apparut, majestueuse, jaillissant d'une falaise abrupte, étincelant sous le soleil. Ici, murmura Ibrahima, nos ancêtres voyaient les esprits de l'eau danser. Malik filmait silencieusement, tandis que son frère notait, désireux de graver cet instant dans son carnet. Ce lieu porte la mémoire de ceux qui nous ont précédés, reprit Ibrahima. C'est dans ces montagnes que Samori Touré rassembla ses guerriers, qu'il défendit son empire contre l'envahisseur. Il leur expliqua comment, à la fin du XIXe siècle, le Fouta Djallon était devenu un enjeu stratégique majeur, convoité pour ses ressources en eau, ses terres fertiles et son pouvoir spirituel. N'oubliez jamais qu'aujourd'hui encore, le Fouta est le berceau des fleuves Niger, Sénégal, Gambie. Sans ces eaux, toute l'Afrique de l'Ouest serait différente. Ismaël songea à la portée géopolitique de cette montagne nourricière. Cet endroit était simple, mais il respirait la grandeur et la voix de ceux qui ont changé l'histoire. De là-haut, le paysage s'étendait à perte de vue, vallées profondes, forêts denses, vastes champs, villages aux toits d'argile. Le spot était splendide. Féru d'histoire, Ibrahima en profita pour leur parler du peuple Peul. Les Fulani ou Peul sont l'un des peuples les plus anciens de cette région. Pasteurs nomades, ils ont traversé l'Afrique de l'Ouest, parfois jusqu'au Maghreb et même plus loin. Ils vivent au rythme des saisons, en harmonie avec la nature. Depuis des siècles, les Peuls guident les troupeaux à travers savanes et montagnes. Leurs marchés, lieux d'échange animés, mêlent marchandises, artisanat et traditions orales. Leur principale activité économique a longtemps été l'élevage du bétail, zébu, mais aussi la production de lait, de beurre de karité, de cuir et l'agriculture en complément, culture du mil, du sorgho, du maïs, du riz et du café. Leur beauté, ajouta-t-il, est aussi célèbre que leur sagesse. Peau dorée, très fin, port altier, ils sont poètes et guerriers, mystiques et éleveurs. Pour illustrer ses propos, il leur conta une ancienne légende Peul. On raconte qu'un jour, Dieu confia aux Peuls un trésor, un troupeau d'étoiles. Chaque nuit, il devait le conduire à travers les cieux, veillant à ce qu'aucune étoile ne se perde.
C'est pourquoi, dit-on, les Peuls marchent toujours la tête haute, guidés par la mémoire du ciel. Les cousins restèrent silencieux, absorbant chaque mot. Alors qu'ils reprenaient leur souffle au sommet d'un petit plateau, Ibrahima s'assit, sortit de son sac un cahier qu'il transportait depuis le début du voyage. « Je ne vous ai jamais montré ce carnet, dit-il en l'ouvrant délicatement. C'est un vieux cahier de terrain. J'y note ce que j'apprends et je m'amuse à dessiner aussi. » Il tourna une page. Une carte dessinée à la main apparut, entourée de croquis, montagnes, villages, femmes au puits, rivières sinueuses. Les contours de la Guinée y étaient tracés à l'encre, rehaussés de lavis, ocre et vert. Regardez, la Guinée, c'est 4 grandes régions. Ici, la Basse-Guinée, avec ses rias et ses fleuves côtiers. Là, le Fouta-Djallon, Massif central, Dounès, le Sénégal et le Gambie. C'est le cœur du pays, son château d'eau. Sur une autre page, le mont Nimba, sombre et majestueux, se déployait sur le papier. À l'est, la Haute-Guinée, ses plaines rouges, le berceau du Niger, et au sud, la Guinée forestière, dense, humide, le Nimba, 1752 mètres, le toit du pays. Puis, il referma lentement le carnet. La Guinée, ce n'est pas qu'un pays, c'est une mémoire vivante, une géographie qui parle, un relief de peuple. Je l'apprends en marchant et je la retiens en dessinant. Les cousins restèrent silencieux, absorbant chaque mot. Demain, annonça Ibrahima, nous redescendrons vers Manou, puis vers Sigiri, mais avant cela, j'aimerais vous proposer une dernière halte rapide, mais précieuse. Avant de quitter les montagnes, ils firent une pause au bord d'une rivière en contrebas de la cascade de Kaamba Daga, où l'eau était plus calme. « Dis-moi, Ibrahima, en termes de superficie, la Guinée, ça représente quoi ?» demanda Ismaël. Environ 245 000 km², comme celle du Royaume-Uni, l'État du Michigan aux États-Unis ou la moitié de la France. En Afrique de l'Ouest, on est plus petit que le Mali, mais un peu plus grand que le Sénégal. Et la population, le niveau de vie, demanda Aïcha. Environ 14 millions d'habitants officiellement, avec une croissance rapide. Il faut surtout retenir que c'est un pays jeune, très jeune. Plus de la moitié a moins de 25 ans, ce qui est à la fois une force et un défi. Ibrahima haussa les épaules. La plupart des gens vivent avec si peu, principalement de l'agriculture ou du commerce informel. Pourtant, la Guinée est un pays plein de ressources naturelles. On ne le répétera jamais assez. Quel paradoxe! Si seulement ces richesses étaient mieux partagées, la réalité est encore loin. C'est un pays jeune, riche, fragile et plein de possibilités. Pendant un moment, plus personne ne parla. Les mots d'Ibrahima flottaient encore dans l'air. Ismaël dessinait des courbes d'eau dans la poussière du bout de son stylo et Aïcha observait les nervures d'un arbre en silence. L'endroit semblait les retenir, les ralentir. Puis, Malik s'approcha du bord, les pieds dans l'eau fraîche, et resta là un instant en contemplant les reflets du ciel dans le courant. « Tu sais, dit-il à son cousin sans se retourner, ce genre d'endroit, ça te réconcilie avec le monde. Ici, pas besoin de paroles ni de wifi, juste du silence et du souffle. » Il se contourna vers ses compagnons de voyage. « Je construirais bien un écologe ici, pas un truc touristique, un lieu discret, simple, pour méditer où l'on entend le chant des oiseaux et le silence de l'eau. » Ibrahima le rejoignit silencieux, le regard tourné vers la cascade. « C'est un beau projet, un espace pour ralentir, réfléchir. Peut-être que c'est ça, le vrai développement. » Puis ils firent un détour au marché de Pita, déambulant entre des étals de couleurs vives, clameurs d'échanges et senteurs boisées d'écorce, d'épices chaudes et d'herbes séchées. Ismaël y trouva un petit sac d'écorce de Nîmes, réputé pour purifier le sang. « Je vais apprendre, dit-il, à soigner autrement. » Le voyage se poursuivait à travers les courbes douces du Fouta, entre champs de manioc et palmiers de rognier. Un silence s'installa. Aïcha feuilletait ses notes pendant que Malik fixait la route, les écouteurs sur les oreilles. Au loin,
Un troupeau traversait lentement, soulevant un nuage de poussière. La voiture ralentit, un jeune berger peul marchait en tête, un bâton en main. Il leva les yeux vers eux, puis, sans s'arrêter, lança d'une voix claire en poulard. Celui qui boit l'eau du Fouta ne quitte jamais vraiment cette terre. Ils sourirent, touchés par ces mots traduits par leur guide. Sur la route, alors que les montagnes s'éloignaient, silencieuses, les terres du Fouta leur avaient révélé la beauté et le potentiel de ce pays. Sur la route, alors que le soleil déclinait à l'horizon, ils reprirent leur voyage, curieux et impatients de découvrir les terres d'or de Sigiri.